Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Camptothère jejuni, de sa dissémination extra-intestinale et de la colonisation intestinale chez les poulets de chair. Tout d'abord, Camptothère jejuni est une bactérie gram-négatif qui mesure de 0,2 à 0,5 micromètres de diamètre. Elle est motile, flagellée et vit en microaérobie. C'est l'une des principales causes d'infection bactérienne d'origine alimentaire dans le monde. Donc, comme le rapporte ici une étude menée en Europe par l'EFSA ou encore ici une étude menée au Canada. Donc, on retrouve cette bactérie chez de nombreux hôtes, donc chez la volaille, chez les bovins, chez les porcs et chez les animaux de la faune, ainsi que chez les animaux de compagnie. Cependant, la volaille est le principal réservoir de la bactérie. Comment les humains vont se contaminer par cette bactérie? Par la consommation de produits de viande de poulet insuffisamment cuits. On dénombre dans le monde que 5 à 100% des carcasses sont contaminées par cette bactérie. Et au Canada, cette prévalence varie entre 20 à 30% en fonction de la saison au Canada. Les humains peuvent également se contaminer par la consommation de produits de foie de poulet insuffisamment cuits, tels que le pâté ou la mousse à base de foie de poulet. Et on recense donc dans le monde que de 20 à 100% des foies seraient contaminés par cette bactérie, ce qui cause ainsi de nombreuses toxi-infections alimentaires collectives. Donc, comme le démontrent plusieurs études ici aux États-Unis, en France ou encore en Montérégie au Québec. Qu'est-ce que cause la Camptothère jejuni chez l'homme? Donc, à court terme, ça va entraîner de la diarrhée, de la fièvre, des douleurs abdominales, de la nausée et des vomissements, également des maux de tête et des douleurs musculaires. Et puis, il peut également y avoir des dommages à plus long terme qui sont tout de même plus rares. Et donc, parmi ces symptômes à plus long terme, ces dommages à plus long terme, on retrouve le syndrome de Guillain-Barré, le syndrome de Miller-Fisher, le syndrome du côlon irritable, de la maladie cœliaque, une arthrite réactive ou encore une septicémie ou encore une méningite. Donc, ce que nous dit la littérature, c'est que quand on regarde au niveau des élevages avicoles, on constate une grande diversité génétique de ces souches. Donc, ce qui suggère que chez les poulets, on aurait en fait des co-infections par ces souches-là, divers en fait des co-infections par plusieurs souches en même temps chez les poulets. Cependant, quand on regarde à l'intérieur d'un lot d'oiseaux colonisés, on retrouve généralement une souche majoritaire au niveau sécal et au niveau du foie, ce qui suggère ainsi que suite à des infections par plusieurs souches chez les oiseaux, il y aurait par la suite des compétitions entre ces souches pour la colonisation hépatique et intestinale. Donc ainsi, à la CRSV, nous avons mis en évidence et isolé des souches avec des potentiels de compétition différentes au niveau intestinal, donc chez les poulets de chair. Et par ailleurs, les mécanismes de la compétition intestinale et de la dissémination extra-intestinale sont à ce jour inconnus. D'où l'importance cruciale de mieux comprendre cette compétition entre souches pour ainsi aboutir à des traitements adéquats à la ferme. Donc, notre hypothèse d'étude ici, ça a été la colonisation intestinale et la dissémination extra-intestinale de Camptothère jejuni chez les poulets de chair sont souches spécifiques et diffèrent lors d'une co-infection. Donc, pour répondre à notre hypothèse, nous avons réalisé une expérimentation animale au Centre de recherche avicole de la Faculté de médecine vétérinaire, à Saint-Hyacinthe. Donc, nous avons en fait utilisé 2 salles expérimentales séparées, différentes, dans lesquelles qui ont été en fait séparées en 4 enclos distincts, dans lesquels on avait donc des oiseaux qui n'ont pas été inoculés,
ou bien des oiseaux qui ont été inoculés avec 2 souches différentes de Campyloptère jejuni, donc à 14 jours d'âge. Donc ces souches, en fait, qu'on a choisies, donc ont été isolées et caractérisées précédemment dans notre laboratoire, et nous avons en fait choisi une souche que nous avons caractérisée comme fortement compétitive, donc que je vais appeler en fait dominante dans la présentation, et puis une souche plus faiblement compétitive au niveau intestinal que je vais appeler secondaire. Donc, dans la première salle, nous avons en fait inoculé avec un inoculum identique des 2 souches séparées ou bien les souches ensemble, donc le mélange. Et puis, dans l'autre salle expérimentale, donc séparée, c'est le même design expérimental, sauf que nous avons décidé en fait d'augmenter l'inoculum de la souche secondaire afin de voir l'effet sur la compétition entre nos 2 souches. Donc, nous avons réalisé 2 nécropsies après 7 jours d'inoculation et 21 jours d'inoculation. Donc, nous avons récolté les contenus sécaux et iléaux des oiseaux afin de dénombrer nos bactéries, donc nos Campylobacter jejuni totaux à l'aide de gélose sélective. Et puis, pour pouvoir quantifier en fait chacune de nos 2 souches, nous avons passé par la biologie moléculaire. Donc, nous avons extrait l'ADN et puis nous avons réalisé des qPCR permettant de quantifier chacune de nos 2 souches. Nous avons aussi récolté les foies, j'ai oublié de le marquer, pour regarder la contamination interne. Par ailleurs, nous avons également récolté les sérums afin de quantifier la production d'IgY spécifique de nos 2 souches, et puis également le tissu iléal afin d'en extraire l'ARN, et puis de regarder par RT-qPCR le niveau d'expression de différentes protéines des jonctions serrées. Donc, premièrement, au niveau sécal, pour le dénombrement totaux, donc nous avons confirmé donc l'absence de colonisation sécale pour les oiseaux qui n'ont été non inoculés. Et cependant, nous n'avons pas eu de colonisation sécale pour le groupe d'oiseaux qui ont été inoculés avec Dicella3 CFU de la souche secondaire, donc après 7 jours et 21 jours après inoculation. Donc, contrairement aux autres groupes d'oiseaux qui ont été inoculés par soit une souche ou bien 2 souches. Donc, par la suite, nous avons quantifié en fait chacune de nos 2 souches par qPCR. Donc ici, en fait, vous avez en rouge la souche secondaire et puis en verte la souche dominante. Donc, ce que la première salle expérimentale, donc avec le même inoculum de nos 2 souches, donc comme vu précédemment, donc nous n'avons pas non plus quantifié de bactéries au niveau sécal, donc pour les oiseaux qui ont été inoculés avec Dicella3 CFU de la souche secondaire. Mais le fait intéressant, c'est que cette souche secondaire seule n'a pas colonisé, mais a pu coloniser en fait en présence de la souche dominante ici, donc le mélange des 2 souches. Donc, après 21 jours après inoculation. Donc, ce qui suppose qu'on aurait un mécanisme en fait de commensalisme entre nos 2 souches. Donc, l'une des 2 souches faciliterait finalement la colonisation intestinale de l'autre souche. Puis, pour l'autre salle, donc avec une augmentation en fait de l'inoculum de notre souche secondaire, ce que nous avons observé en fait, c'est qu'après 7 jours après inoculation, nous avons des niveaux de colonisation intestinale similaires entre nos 2 souches. Donc ici, pour le mélange des 2 souches. Par contre, après 21 jours après inoculation, nous observons une réduction de la colonisation intestinale de la souche secondaire, donc en présence de la souche dominante. Donc, ce qui suggère ici une compétition entre les 2 souches, donc pour les mélanges, pour les oiseaux qui ont été contaminés par les 2 souches en même temps. Par la suite, donc au niveau iléal, donc comme au niveau sécal, nous n'avons pas non plus observé ni colonisation iléale pour les oiseaux qui n'ont pas été inoculés donc dans les 2 salles, et également pas de colonisation iléale pour les oiseaux qui ont été inoculés avec Dicella3 CFU de notre souche secondaire, contrairement aux autres groupes d'oiseaux qu'on a inoculés donc dans la salle 1 et également dans la salle 2.
Donc, par biologie moléculaire, donc toujours ici, vous avez la proportion de la souche secondaire en rouge et en verte la souche secondaire, la souche dominante. Donc, comme au niveau idéal, nous observons pas de colonisation de notre souche secondaire seule, mais elle a pu coloniser toujours les oiseaux en présence de notre souche dominante. Donc, ici aussi, on aurait un mécanisme de commensalisme entre nos deux souches avec l'une qui facilite l'autre. Et puis, donc, dans notre deuxième salle, donc avec, quand on a augmenté finalement l'inoculum de notre souche secondaire, donc ce qu'on observe ici, c'est que la souche secondaire, en présence de la souche dominante, a un niveau en fait de colonisation idéal plus faible que lorsqu'elle est toute seule finalement. Donc, ce qui suggère ici finalement une compétition entre nos deux souches au niveau idéal. Donc, par la suite, nous avons regardé la contamination interne des foies. Donc, ce que nous avons observé, c'est que pour notre première salle expérimentale, donc avec un inoculum identique pour nos deux souches, nous avons en fait observé une contamination interne seulement en fait pour les oiseaux qui ont été inoculés par les deux souches en même temps. Et puis, dans notre deuxième salle expérimentale, donc lorsque nous avons augmenté l'inoculum de notre souche secondaire, nous avons en fait observé une accélération finalement de la dissémination hépatique, donc dissémination interne vers le foie, facilitée en présence en fait de la souche dominante. Donc, nous avons également regardé quelle souche était présente au niveau des foies et nous avons en fait retrouvé seulement la souche secondaire. Donc, ces résultats suggèrent ainsi que la colonisation hépatique de la souche secondaire a été facilitée et accélérée par la présence de la souche dominante. Donc, on aurait ici potentiellement un mécanisme de commensalisme entre nos deux souches pour la dissémination vers le foie. Et de plus, quand on regarde au niveau du mélange de la salle 2, on observe une réduction en fait, du nombre d'oiseaux qui ont été contaminés au niveau des foies, donc à l'intérieur des foies, après 7 jours d'inoculation et 21 jours d'inoculation, donc ce qui suggère que la contamination des foies serait transitoire. Donc, par la suite, nous avons voulu quantifier le niveau d'IGY sérique, donc spécifique de nos deux souches par ELISA. Et puis, ce que nous observons, c'est que après 21 jours après inoculation, nous observons une augmentation de production des IGY sériques, donc pour les oiseaux qui ont été colonisés au niveau intestinal. Et cette production est encore plus élevée lorsque les oiseaux, pour les groupes d'oiseaux dans lesquels on a retrouvé des Campyloptera jejuni à l'intérieur des foies. Donc, ces résultats suggèrent ainsi qu'on aurait une induction d'une réponse immunitaire systémique plus importante suite à la propagation de la bactérie vers le foie. Donc, par la suite, nous avons voulu regarder plus en détail les mécanismes reliés à cette propagation des bactéries de nos deux souches de Campyloptera jejuni vers le foie. Donc, qu'est-ce que nous dit la littérature? Donc, il y a présentement en fait 2 hypothèses qui sont émises par la littérature. Donc, soit que le pathogène passerait donc de la lumière intestinale vers l'intérieur des cellules épithéliales et pour par la suite aller vers le foie. Donc, c'est ce qu'on appelle la voie intracellulaire. Ou bien le pathogène passerait de la lumière intestinale ensuite entre les cellules épithéliales pour par la suite s'en aller vers le foie. Donc, c'est ce qu'on appelle la voie paracellulaire. Donc, pour cette voie paracellulaire, donc, il y aurait encore une fois en fait 2 hypothèses, soit que le pathogène en fait liserait les protéines des jonctions serrées. Donc, les protéines des jonctions serrées sont situées en fait entre les entérocytes et garantissent en fait l'étanchéité de la barrière intestinale en empêchant à la fois l'entrée et la sortie des pathogènes. Ou bien que notre pathogène, donc Campyloptera jejuni, pourrait réduire finalement l'expression de ces protéines des jonctions serrées pour ainsi lui faciliter le passage vers le foie. Donc, et c'est cette hypothèse que nous avons voulu vérifier. Donc, nous avons regardé les niveaux d'expression de différentes protéines des jonctions serrées. Donc, pour nos 2 salles expérimentales, pour la protéine ZO1,
en fait, pour 5 protéines différentes. Ce que nous observons, c'est que donc pour la première protéine, nous observons en fait une augmentation de production, une augmentation du niveau de production de cette protéine en particulier pour un groupe d'oiseaux dans lequel on a retrouvé des bactéries dans le foie. Pour la deuxième protéine, nous avons observé une réduction de cette protéine après 7 jours après inoculation, donc toujours pour l'un des groupes d'oiseaux dans lesquels on a retrouvé des bactéries dans le foie. Et par ailleurs, donc pour la deuxième salle expérimentale, donc avec une augmentation de l'inoculum de notre souche secondaire, nous avons observé également une augmentation de production de la protéine, une augmentation de l'expression de la protéine pour 2 groupes d'oiseaux dans lesquels on a retrouvé des bactéries dans le foie. Donc pour la locludine, on a également retrouvé une augmentation de production de une augmentation de l'expression de cette protéine pour les 3 groupes d'oiseaux dans lesquels on a retrouvé des bactéries dans le foie. Donc pour deux autres protéines, donc la claudine 5, nous avons observé une réduction de l'expression de cette protéine, donc toujours pour l'un des groupes dans lesquels on a retrouvé des bactéries dans le foie. Et puis pour la claudine 5, nous avons également observé une réduction de production une réduction de l'expression de cette protéine, toujours pour l'un des groupes dans lesquels on a retrouvé des bactéries dans le foie, et une augmentation pour l'un des groupes dans lesquels on a retrouvé des bactéries dans le foie. Donc, en résumé, après 7 jours, après inoculation, nous observons en fait une réduction transitoire de l'expression du niveau d'expression des différentes protéines des jonctions serrées. Ce qui suggère ainsi que notre pathogène a pu réduire finalement le niveau d'expression de certaines protéines pour diffuser vers le foie. Et par contre, après 21 jours, après inoculation, nous observons globalement une augmentation du niveau d'expression des protéines pour les groupes d'oiseaux dans lesquels on a retrouvé des bactéries dans le foie, donc ce qui suggérait ici un effet de l'hôte. Donc, en conclusion, nous avons confirmé une colonisation sécale, donc souche dépendante. Nous avons démontré une colonisation illéale et une dissémination extra-intestinale souche dépendante. Nous avons démontré pour la première fois un commensalisme intestinal et hépatique entre nos souches. Et nous avons également mis en évidence une compétition intestinale entre nos souches. Nous avons également observé une réponse immunitaire systémique qui serait accrue suite à la contamination des foies. Et nous avons également mis en évidence une réduction transitoire du niveau d'expression des protéines des jonctions serrées, donc pour permettre probablement aux pathogènes de se rendre au foie. Et par la suite, donc, ce niveau d'expression serait augmenté, probablement lié à un effet de l'hôte. Donc, ces résultats soulignent ainsi l'importance de limiter la production de nouvelles souches, donc par la mise en place de mesures de biosécurité strictes pour éviter l'amplification de la colonisation intestinale et la dissémination extra-intestinale des souches déjà présentes dans les fermes. Donc, je remercie mon directeur de recherche, l'ensemble des membres présents et passés, et le personnel du centre de recherche avicole, bien sûr, et puis les différents partenaires financiers. Merci.